Chers téléspectateurs, bienvenue sur ce plateau d'Africa 24. Je vous ai proposé en direct de Djibouti dans le cadre de l'élection présidentielle qui va s'y tenir le 8 avril prochain. Je me trouve en compagnie de Richard Togbé, spécialiste notamment du débriefing des experts ici à Djibouti. Bienvenue Richard. Merci Marie-Angèle. Richard, c'est avec vous que nous allons interviewer l'un des 6 candidats à l'élection présidentielle. Il s'agit de Mohamed Moussa Ali Tourtour. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Nous allons tout d'abord débuter par vos impressions concernant cette campagne électorale. Que pensez-vous et comment la vivez-vous? Parce qu'il est vrai qu'on a suivi un peu, nos envoyés spéciaux notamment ont suivi les activités des différents candidats, mais on a eu peu de contact avec justement vous et vos activités. Donc comment se déroulent-elles? Comment se sont-elles déroulées? D'abord, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de répondre à votre question. Je crois que l'élection présidentielle de 2016 à Djibouti, elle est à sens unique. Je parle médiatiquement, financièrement et politiquement. Nous avons un président de la République qui est au pouvoir depuis 17 ans, que je connais bien puisqu'on a travaillé ensemble tous les deux. J'étais le conseiller économique du président Hassan Goulet Pedone. Lui, il était le chef de la sécurité, également conseiller en sécurité nationale et internationale. Ils utilisent, M. Ismaël Omar Guelleh utilise l'argent de l'État, les voitures de l'État, le personnel de l'État, les employés. Je crois que toute la République de Djibouti est à l'heure de M. Ismaël Omar Guelleh, puisqu'à chaque manifestation... Mais là, vous êtes en train de parler du président sortant et candidat, oui, au lieu de parler de votre campagne, au lieu de parler de ce que vous êtes en train de dire. Je vais y venir. On n'a pas beaucoup de temps, on a à peine 30 minutes. Mais permettez-moi de répondre également. Oui. Je suis censé répondre à votre question, mais également émettre mon message aussi. C'est très déséquilibré. À chaque fois que le président de la République fait un meeting, l'administration est chômée et payée. Donc il y a un déséquilibre. En ce qui me concerne, madame, j'en ai vu une campagne électorale en 1993 contre M. Hassan Goulet Pedone. Elle était plus saine, plus économe dans l'utilisation de l'appareil décisionnel politique djiboutien. Je crois que c'est le summum que nous avons atteint. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a participé à... Comment on dit ça? Je n'ai pas milité pour m'enrichir illicitement, ce qui est le cas de M. Ismaël Omar Guelleh. J'ai fait du porte-à-porte, j'ai demandé à la population, c'est une population de 900 000 habitants sur 23 000 km². C'est une, si je peux dire, une population qui souffre de beaucoup de maux. Je dirais seulement que la population djiboutienne est consciente que c'est le moment où jamais il faut faire la relève. Si je dis un mot sur M. Ismaël Omar Guelleh, j'espère qu'on va développer plus tard, je vous dirais la carte d'identité de M. Ismaël Omar Guelleh, elle est celle-ci. La pauvreté générale à Djibouti, quand il a pris le pouvoir en 1999, elle était de 55%. Mais là, on actuellement, elle est de 74%. On va avoir l'occasion de vous poser des questions en détail sur le programme. D'accord, mais je vous donne ces deux chiffres et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, on va surtout parler de votre campagne électorale. En 1999, quand M. Ismaël Omar Guelleh a pris le pouvoir, l'extrême pauvreté était de 9,6%. Sous M. Ismaël Omar Guelleh, depuis 17 ans, elle est de 54%. Et j'en ai terminé sur le dernier chiffre. Le taux de chômage est de 48%. En 1999, sous M. Hassan Goulet Pedone, il est de 63%. Monsieur Mohamed Toutou, qu'est-ce qui motive fondamentalement votre candidature à la magistrature suprême? C'est une très bonne question. Mais je la poserai autrement. Comment conçoivent le peuple djiboutien ma candidature? Je crois que je suis l'expression du mal-être djiboutien. Parce que les Djiboutiens considèrent que M. Ismaël Omar Guelleh est le mal djiboutien. Je n'ai rien contre sa personne. Au contraire, c'est quelqu'un que je connais bien. Nous sommes des amis, nous nous fréquentons, mais nous n'avons pas les mêmes valeurs quant à la gestion de l'appareil décisionnel politique. Les Djiboutiens voient en moi celui qui va balayer la corruption, le népotisme, le favoritisme, le clientélisme et l'appareil d'État djiboutien qui est accaparé par une famille
qui est celle du président de la République. Alors, tout ça, ce sont des mots. Vous dénoncez régulièrement ce que vous appelez la défaillance de l'État dans tous les domaines. Donnez-nous des éléments concrets aujourd'hui qui illustrent justement ce que vous appelez le mal djiboutien ou le mal-être djiboutien. D'accord. Voyez-vous, Djibouti est indépendante depuis 1977. Nous avons hérité de l'administration djiboutienne une administration saine, où les décisions et les arrêtés étaient respectés. L'administration djiboutienne est en déliquescence. Et un État, l'expression d'un État, c'est d'abord l'administration. Quand on parle de l'éducation nationale, si vous allez à l'université de Djibouti, ou ceux qui portent le nom d'université de Djibouti, les diplômés ont à peine, même peine, à écrire une lettre convenablement. Le système sanitaire, il y avait une couverture, je ne fais pas l'éloge du colonialisme. Moi, je suis très heureux que mon pays soit indépendant et je ne veux nullement faire un pas en arrière. La couverture sanitaire durant l'administration coloniale française, elle était efficiente. Je sais qu'aujourd'hui, si vous avez un bras cassé, le bras droit cassé, on met le plâtre au bras gauche. Quand nous avons demandé, que les leaders de la nation djiboutienne ont demandé l'indépendance et l'ont obtenue, le peuple djiboutien aspirait à un mieux-être, c'est-à-dire en matière industrielle, en matière agricole et l'exploitation des ressources halieutiques. On va y aller pas à pas, excusez-moi. Vous avez évoqué le chômage. Et par rapport justement au chômage, les autres candidats font des propositions concrètes. Elmi Haïré, par exemple, propose le recrutement chaque année de 40 000 personnes. Quelle est votre proposition par rapport à la question du chômage, concrètement? D'abord, les Djiboutiens seront prioritaires dans le marché du travail. Je ne suis pas xénophobe, je ne suis pas le Pen de Djibouti. Et à Djibouti, il y a beaucoup de compétences qui sont négligées et occupées par des Indiens, des Philippins, des Brésiliens et également... Je peux dire que M. Ismaël Omar n'est pas le seul responsable de cet acte puisqu'il était associé avec M. Abdelhamid Boré dont il a un procès ailleurs. Donc l'emploi sera réservé en priorité aux Djiboutiens. Partout où il y a une compétence djiboutienne, c'est les Djiboutiens qui sera prioritaire. Je mettrai à la retraite à ceux qui sont actuellement qui sont entre les compagnies étrangères, notamment les Américains, les Japonais, les Chinois, qui sont les courtiers, qui sont entre les demandeurs d'emploi djiboutiens et les étrangers qui investissent dans le pays. Cet intermédiaire sera supprimé. Et les investisseurs étrangers recruteront directement, conformément à la législation en vigueur en République de Djibouti au niveau du Code du travail. Un autre thème qui sera d'ailleurs au centre du débat que nous allons avoir juste après, l'agriculture et la sécurité alimentaire. C'est une problématique qui n'est pas encore résolue à Djibouti. Comment comptez-vous mettre en place un système qui permettrait d'éradiquer l'insécurité alimentaire? C'est une très bonne question. Et ce qui est grave, c'est que moi j'étais, en 1980, j'étais le premier directeur du plan de la République de Djibouti, une institution qui était rattachée à la présidence de la République. J'avais fait le premier plan triennal qui essayait de libérer Djibouti des importations, surtout en culture maraîchère de l'Éthiopie, à raison de 87%. Nous avons identifié, parce que quand on fait un plan de développement, il faut faire des études sectorielles. Nous avons fait une étude hydrogéologique pour voir les précipitations disponibles dans le pays. C'est un pays aride, c'est vrai, mais nous avons une nappe phréatique très importante, mais inexploitée. Une compagnie allemande de la ville de Hanovre m'a fait une étude. Nous avons beaucoup d'eau. Nous avons des terres arables dans le sud et dans le nord du pays. Il n'y en a que 10% à peu près qui sont exploités, hein, Djibouti, de terres arables. Moins que ça, je crois. Moins que ça. Et comment encore? Donc, si on cultive la plaine de Chaketi et de Halé et la plaine d'Ambado dans le nord du pays, je crois que nous pouvons suffire, rien qu'au moins au niveau des cultures maraîchères, c'est-à-dire ce qui tombe dans la marmite avant la viande ou le poisson ou le poulet. Et pour le reste, vous comptez tout de même maintenir cette dynamique d'importation
de produits qui viendraient durant notamment ma première, de l'Éthiopie? durant le mandat, si le peuple djiboutien veut bien me donner la possibilité de régenter ce pays pendant 5 ans, nous arriverons à l'autosuffisance durant les 5 années. Monsieur Toutou, par rapport à cette question, Inch'Allah, comme on dit chez moi. par rapport à cette question précise, la production maraîchère dans votre pays oscille autour de 70 000 tonnes par an, ce qui couvre à peu près 10% des besoins en fruits et légumes. Vous savez, Monsieur Toutou, que sociologiquement, les Djiboutiens ne sont pas portés vers les travaux agricoles et que pour que la part du PIB, la part au PIB de l'agriculture passe de 3% à 10, 20, 30%, il faut une main-d'œuvre étrangère. Dans le même temps, vous ne semblez pas favorable à la main-d'œuvre étrangère. Mais comment comptez-vous régler cette équation? Je vous fais observer que Djibouti, il y a 2 populations nationales, on appelle les Afars et les Somalis. C'est vrai, ce sont des éleveurs, comme en Afrique de l'Ouest, le Peul et d'autres communautés. C'est vrai que nous ne sommes pas très portés vers eux. Mais nous avons également des éleveurs agriculteurs qui ne sont pas très loin et qui font partie des, que ce soit par exemple en Éthiopie, dans la plaine de Hausa, ou bien au nord de la Somalie, enfin l'état régional qu'on appelle communément le Somaliland, mais qui n'est pas un état indépendant, ou au centre de l'Éthiopie. Ce sont des populations frères, des populations sœurs, je veux dire, et qui ont des liens très étroits avec les Djiboutiens. Mais nous n'avons jamais fait, on n'a jamais essayé de faire, comment on appelle ça, d'exploiter ces richesses ou ces connaissances ou ce savoir-faire des populations nationales ou auxquelles nous sommes liés même ethniquement, de faire venir. Je fais revenir ces gens-là. Donc c'est votre stratégie en la matière. Et qu'est-ce que vous comptez développer en particulier? L'arboriculture, par exemple? Est-ce que vous comptez dynamiser également le secteur de la pêche, par exemple? Dites-nous exactement comment vous comptez permettre aux Djiboutiens de manger à leur faim tous les jours. Je crois qu'il ne faut pas être trop ambitieux aussi. On ne pourra pas faire des cultures vivrières. Donc ce sera que des cultures maraîchères. Et puis également l'exploitation à trop haute intensité des potentiels halieutiques. Nous avons une mer très poissonneuse à Obok, également aux îles Boucha et pas très loin. Donc, et puis également la culture du coton, puisque en 1952, les Français et l'administration qui était sous l'administration coloniale, mais qui était locale, autochtone, comme on disait dans le temps, la culture du coton sur la plaine d'Arlé. Monsieur Mohamed Toutou, vous dénoncez régulièrement la spoliation de l'État par la classe politique djiboutienne qui vivrait dans l'impunité. Y a-t-il des cas concrets de détournement de biens publics ou de malversation financière qui sont restés impunis? Des cas avérés et qui sont restés impunis? Et comment? C'est pas moi qui le dis. Mais tout le monde le sait. Monsieur Ismaël Omar Guelleh, mon ami, est président depuis 1999. On a fait venir la société DP, je prends un exemple, DP World, c'est-à-dire Dubai Port World, avec son associé M. Abdelrahman Boré. Ils ont signé un contrat pour 25 ans, exonéré d'impôts pendant 25 ans. M. Abdelrahman Boré était payé à 500 000 $ par an pour ne rien faire. L'État djiboutien a porté plainte à Londres, un procès qu'on a perdu. On a payé aux avocats 90 millions $. Moi, je suis sonné là quand j'entends ces chiffres. Je suis un nomade, Somalie. C'est un chiffre que je ne verrai jamais dans ma poche. Mais ça, c'est pas un cas de détournement, ce que vous... C'est-à-dire qu'il y a une chose, monsieur. Oui. Monsieur Ismaël Omar Guelleh, il a prêté serment. Moi, je vis un chef d'État qui s'appelle Hassan Goulet. Quand il a prêté serment, il a dit ceci: je veillerai sur les biens publics. Monsieur Ismaël Omar Guelleh, il a dit dans une interview à Jeune Afrique, je crois, qu'il n'a pas été assez vigilant sur la protection ou la surveillance des intérêts de la nation. Avez-vous d'autres cas de détournement avérés qui sont restés impunis? Il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas, nous ne sommes pas un pays pétrolier, il y a ce qu'on appelle les fonds souverains. Vous savez que nous avons des bases japonaises, américaines, françaises, bientôt chinoises, saoudiennes, ou quand sais-je. Il paye une rente. La rente, au lieu d'aller et d'être budgétisée dans le budget de l'État, elle va directement à la Banque centrale.
Ce sont des fonds qui sont gérés sans le contrôle de la représentation nationale. Les députés élus du peuple n'ont rien à voir là-dedans. Ce qui se passe, moi je ne le vois pas dans les yeux du peuple djiboutien qui est dans la misère, qui est dans la soif. Un sur deux à l'électricité. Justement, on va revenir à votre programme de campagne en matière d'accès à l'électricité que certains trouvent trop onéreuse. Que comptez-vous faire? Bien. Vous tournez vers l'Éthiopie toujours? Ça, c'est une très bonne question. Moi, je suis pour la souveraineté nationale. L'Éthiopie, c'est un pays voisin. C'est le ventre de Djibouti. Nous sommes la gorge ou le sauvage de l'Éthiopie. C'est un pays que je respecte. Nous avons de bonnes relations commerciales, de bonnes relations politiques, au même titre que la Somalie ou l'Érythrée ou le Yémen qui est en face. Mais en ce qui concerne l'électricité, je pense qu'on va abandonner ce projet parce qu'il n'est d'aucune utilité. Vous n'êtes pas sans le savoir que 3 éoliennes fournissent de l'électricité à 60 000 personnes. L'utilisation du solaire, donc Djibouti ne manque pas de soleil, elle ne manque pas de vent. La géothermie est négligée. Ma priorité sera de mettre en valeur ce qui est disponible. Sous combien de temps? Je ne suis nullement obligé d'aller chercher de l'électricité en Éthiopie, et encore moins le projet de l'eau qui est en gestation. Mais sous combien de temps, par exemple? Parce que là, il y a une demande immédiate, quotidienne. Ma première décision, d'abord, c'est de baisser les Djiboutiens. Je leur promets solennellement aujourd'hui sur France 24, Africa 24, excusez-moi, que la facture à venir après mon élection, elle sera divisée par 2 par les classes populaires, ceux qui vivent en dehors de ce qu'on appelle chez nous en Somalie, dans la Galles, c'est-à-dire après, plus bas que la mosquée d'Amoudi. Donc c'est une promesse solennelle que vous faites de diviser par 2 la facture en électricité. Voilà, et nous pouvons assumer ça. À propos de souveraineté nationale, vous critiquez souvent la politique sous-régionale de votre pays et vous considérez notamment la présence de contingents djiboutiens en Somalie comme une violation de la souveraineté nationale somalienne. Et pourtant, cette présence de contingents djiboutiens en Somalie s'inscrit dans le cadre de la MISOM. En quoi est-ce que la présence de soldats, de contingents djiboutiens violerait la souveraineté nationale de Somalie? D'abord, il y a un quiproquo. Oui. Je n'ai pas dit exactement ça. Ah, puisque vous avez dit... Je ne suis pas très loin. Voilà, d'accord. Mais je n'ai pas dit exactement ça. Je vais le dire dans les termes où j'ai exprimé. En politique, les pays limitrophes qui ont une frontière terrestre avec un État en difficulté ne rentrent pas avec leurs armées dans ce pays. Parce qu'ils ont tous des intérêts. Le président Ismaël Omar Guelleh, je soutiens que l'on aide la Somalie. Je suis pour l'unité somalienne. Pour moi, elle commence de l'Ouyada jusqu'à Raskambouni à la frontière du Kenya. La balkanisation de l'Éthiopie, moi je suis contre. La Somalie, c'est le pays qui nous a aidés quand l'administration coloniale était aux commandes ici à Djibouti. Je remercie le peuple somalien pour sa contribution à l'indépendance de Djibouti. Maintenant, je reviens à votre question. Ce qui est fait est fait. Djibouti a ouvert la porte de Pandore. On est rentré en Somalie et on a laissé aux Éthiopiens et aux Kenyans de rentrer. Je vous fais observer que les Éthiopiens et les Kenyans ont d'autres projets que nous n'avons pas. Leur propre, il y a un conflit territorial entre l'Éthiopie et la Somalie, entre le Kenya et la Somalie. Donc, le président Ismaël Omar Guelleh, il a fait une erreur en faisant rentrer l'armée, les forces djiboutiennes dans l'AMISOM parce qu'elle a ouvert la porte à l'Éthiopie et à la Somalie. Et qu'auriez-vous fait à sa place, donc? Maintenant, on y est. Oui, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous allez faire? On ne peut pas sortir, on ne peut plus sortir, on ne peut plus faire marche arrière. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aider l'État somalien. Comment faire? Je crois que, en tant que Somalien, Somalie de Djibouti, pas Somalien, Somalie de Djibouti, j'enverrai les forces djiboutiennes qui sont stationnées à 350 km à Bredouine, de Mogadiscio, que je connais bien. Je vais les amener à Mogadiscio pour remplacer les forces de l'Ouganda et les forces du Burundi qui sont au port de Mogadiscio. Pourquoi? Parce que nous parlons leur langue. Nous avons la même religion, nous avons les mêmes affinités, nous sommes les gens les plus proches. Et le peuple somalien et la population somalienne acceptera. Ça, je le sais. Donc finalement, vous avez modifié un peu votre stratégie. Ne prévoyez-vous pas de retirer ces troupes? Non.
Vous ne l'avez pas annoncé. Non seulement je ne vais pas les retirer, mais je vais les augmenter et je remplacerai à Kismayo et à Baidoa et Beledweyne les troupes éthiopiennes et kenyanes. Les Kenyans et les Éthiopiens, avec le contentieux qui existe entre eux et la Somalie, ne justifie nullement. Et je crois que Djibouti est la mieux placée. C'est ce que j'ai parlé, c'est ce que j'ai dit également au département d'État américain quand j'étais à Washington. Monsieur Mohamed Toutou. Ils étaient très réceptifs. Monsieur Mohamed Toutou, êtes-vous prêt à accepter les résultats du scrutin présidentiel du 8 avril, quel qu'il soit? Je mettrai quelques pointillés. Je suis un démocrate. S'il y a une élection transparente, dans les règles de l'art, crédible et transparente, je suis le premier à féliciter Ismaël Marguerite. Si c'est l'inverse qui se produit, j'espère qu'il aura le courage, parce que pour l'instant, il n'en a pas, puisqu'il refuse de m'affronter en débat. Vous l'avez sollicité? Je l'ai sollicité quand j'étais à Seattle, aux États-Unis, quand j'étais à Washington, ici même, sur les ondes de la radio-télévision djiboutienne, en langue somalie. J'ai demandé un débat, face-to-face, et pour l'instant, il refuse. Il l'a déjà. Si je gagne, je crois que j'attends de son côté. Mais je peux trouver une explication à cette décision de ne pas répondre favorablement. Vous savez que dans le monde volatile, il y a 3 espèces. Il y a ceux qui mangent les cadavres, ceux qui mangent les graines et ceux qui sont au milieu. Ceux qui mangent les graines et les cadavres, c'est le corbeau. À mon avis, M. Ismaël Marguerite, ce n'est pas lui. Je le connais très bien. C'est quelqu'un de quand même d'assez cool. Pas de trop violent. Pas trop violent. On a travaillé ensemble. C'est qui donc? C'est que c'est l'entourage. Il est le président de l'entourage. Il est le président des corbeaux qui n'ont plus de bec mais qui ont des molaires solides. Je crois que le président Ismaël Marguerite doit accepter qu'en tant que d'avoir gouverné ce pays pendant 17 ans, le peuple a le droit de lui poser des questions sur son bilan. Il doit accepter l'adversité. Et je réitère, si c'est cette caméra-là qui me regarde. Vous aurez l'occasion de le dire tout à l'heure, de vous exprimer face à la caméra. Je suis prêt à débattre avec vous ou avec d'autres journalistes, dans la bonne humeur, et faire le bilan. Je crois que c'est une honte, le bilan de M. Ismaël Marguerite. Mais certains, justement, de vos détracteurs, qu'ils soient issus du pouvoir ou même de l'opposition, estiment que vous basez votre campagne électorale uniquement sur le dénigrement et sur la critique de ce qui a été fait par le pouvoir en place, et que vous ne proposez pas réellement d'alternative à travers, justement, votre programme de campagne. Est-ce que vous répondez à cela? Écoutez, je suis candidat à l'élection présidentielle. Il y a un bilan qui est là. Je ne peux parler que de lui. C'est lui le premier responsable, le premier magistrat. C'est M. Ismaël Marguerite. Ce n'est pas mon ennemi. C'est un adversaire politique. Mais dans combien de régions... Pourquoi il se cache derrière ce corbeau? Dans combien de régions vous êtes-vous rendu depuis le début de la campagne électorale? Combien de meetings avez-vous organisé? Toutes les régions. Vous voulez dire la campagne? Oui, oui, bien sûr, pendant la campagne électorale. Non. Je vais aller à Obok, je veux dire à Dikil et à Lissabié. Mais avant ça, j'ai fait le tour. Et j'ai remarqué qu'au nord, le nord de Djibouti, Obok et Tadzoura, ce sont des régions occupées. Ce qu'on appelle les zones militaires occupées. Je ne peux pas me rendre partout où vous allez. Je ne sais pas où est-ce que vous allez si vous êtes allé là-bas. On vous dira il y a des mines par ici, il y a le fruit par là. Je ne vais pas risquer la vie de mes compatriotes et de mes délégués. Il y a des habitants pourtant là-bas, il y a des Djiboutiens là-bas qui souhaiteraient pouvoir entendre ce que vous avez à leur proposer aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on ne peut pas dire. Ah. Vous dites incarner le candidat de la jeunesse et des opprimés. Expliquez-nous en quoi vous incarnez la jeunesse, en quoi aujourd'hui vous représentez la jeunesse dans cette course à la présidentielle. Si je vous dis je suis le seul à rentrer dans le cœur de jeunes et à mieux l'exprimer, je me vanterai à mon âge de 65 ans. Je ne peux pas dire que je suis jeune. Mais je suis allé dans les quartiers populaires. Je suis allé même, les jeunes qui habitent près des cimetières de Djibouti, parce qu'il y a des gens, il y a une population qui vit dans les cimetières de Djibouti, comme les chiffonniers au Caire. J'ai fait une étude concernant les déshydratats de la jeunesse djiboutienne. La jeunesse djiboutienne n'a que 2 espoirs. Les diplômés, ils sont chez eux. Leurs parents, ils n'ont rien à leur offrir. La seule possibilité qu'ils ont, c'est de quitter le pays
traverser l'Érythrée, le Soudan, la Libye et la Lampedusa. Moi, je veux sauver, et c'est le message que la jeunesse m'a transmis, sauver la jeunesse djiboutienne des requins du golfe de Lampedusa. C'est pas la période justement, parce qu'en période de campagne électorale, tous les candidats généralement promettent monts et merveilles aux jeunes et aux femmes, et puis après ça se transforme un peu en feu de paille. C'est-à-dire que les promesses ne sont pas suivies par des actes concrets. Vous me donnerez la possibilité d'exprimer ça quand je serai au pouvoir. Peut-être une dernière question, Richard, avant de conclure cette émission? Oui, j'allais vous demander, parlant notamment des jeunes, on sait combien ils sont nombreux, ceux qui sortent de l'université chaque année sans trouver du travail. Et on sait aussi que l'un des problèmes de la jeunesse, c'est le manque de formation professionnelle. Quelle est votre solution à ce problème? La jeunesse djiboutienne est une jeunesse patriote. Ils veulent rester, servir leur pays, soutenir leur famille. S'ils trouvent une politique adéquate de création d'emplois, saine, ils vont y concourir, ils vont y adhérer. Et je suis très confiant. Je vais vous demander à présent de regarder la caméra qui se trouve juste ici et d'adresser un message aux téléspectateurs qui vous regardent. Certains d'entre eux sont des électeurs djiboutiens. En langue française ou en somalie? En langue française, pour que les autres téléspectateurs puissent comprendre aussi. À la jeunesse et aux jeunes, ceux qui ont l'âge de mes filles ou de mon fils, je dis que le soleil va se lever. Et il se lèvera de l'Est. Le soleil de M. Ismaël Ouarguélé se couche à l'Ouest. Vous avez une opportunité, soutenez-moi, votre politique qui aspire à un mieux-être pour vous et vos familles sera exaucée. Merci à vous, Mohamed Moussa Ali Tourtour, d'avoir accepté de répondre à ces questions et d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, madame. Richard, on vous retrouve dans quelques minutes, après le débat que nous organisons dans le cadre du débriefing des experts. Merci d'avoir mené conjointement cette interview. Merci, avec moi. Chers téléspectateurs, nous marquons une courte pause et on se retrouve juste après pour le débat.